Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette émission, cette nouvelle matinale, au cours de laquelle nous allons parler de l'optimisation des processus métiers. Qu'il s'agisse de développer un applicatif métier, de compléter un document ou bien de s'assurer de l'efficience d'une solution, il existe aujourd'hui pléthore d'outils sur lesquels les entreprises peuvent s'appuyer. Il s'agit bien sûr du RPA, du low-code, no-code ou encore du process mining, autant d'outils qui permettent d'une part de gagner en efficacité comme en célérité sur la mise sur le marché d'un produit, par exemple. Au cours de cette émission, nous allons répondre à plusieurs questions. La première, c'est comment intégrer une démarche low-code, no-code dans son organisation, et puis également, quel rôle joue l'automatisation dans la transformation numérique de l'entreprise. Nous répondrons d'abord à ces questions et bien sûr à beaucoup d'autres. Je vous rappelle au passage que vous pourrez tout au long de cette émission poser vos questions et nous les transmettrons à nos invités en direct. Pour commencer cette émission, j'aimerais commencer à discuter avec notre premier invité qui est avec moi sur le plateau, Sébastien Denoal. Sébastien, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes associé KPMG France, CIO Advisory et Digital Transformation. Alors, en guise d'introduction, j'ai donné quelques petits éléments, on va y revenir avec vous. C'est d'ailleurs le sens de ma première question. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit tour d'horizon des technologies sur lesquelles les organisations peuvent s'appuyer aujourd'hui pour optimiser les processus métiers? Alors, pour optimiser des processus métiers, on a déjà un premier type de solutions qui peuvent être la mise en place d'un ERP, de solutions SaaS, mais c'est généralement des projets assez lourds à mettre en œuvre. Et à côté de cela, il y a toute une gamme de technologies que vous avez déjà évoquées, qui sont plus faciles à mettre en œuvre et qu'on regroupe sous le terme de smart ou intelligent automation. Il y a différents termes sur le marché pour essayer de synthétiser effectivement cette large palette de technologies. Alors on peut regrouper ces différentes technologies au travers de 4 catégories. La première, c'est la Robotic Process Automation, le RPA, qui consiste, qui est probablement celle qui est peut-être la plus connue quand on parle d'automatisation de processus aujourd'hui, donc qui consiste à automatiser des activités de consultation, de saisie dans des écrans. Et généralement, ce qu'on va chercher à automatiser, c'est des processus qui impliquent de manipuler différentes applications métiers. Il y a certaines étapes qui vont nécessiter de préparer de la donnée au travers, par exemple, d'Excel ou d'autres documents de bureautique. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très large diversité de processus qu'on peut automatiser. Ça va de processus relativement simples, par exemple comme l'automatisation de la réponse à certains emails, jusqu'à des tâches un peu plus complexes, comme le rapprochement comptable ou la création de contrats. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de solutions, si on doit donner quelques noms, il y a 3 grands éditeurs qui tiennent le haut du pavé du marché, si je peux m'exprimer comme ça, qui sont Blue Prism, UiPath et Automation Anywhere. Deuxième technologie, c'est les technologies low-code, no-code, BPM, on va dire que aussi les solutions historiquement qui étaient positionnées sur l'outillage de process, tout ça, c'est en train de converger vers un certain nombre de solutions. Et voilà, là, c'est la promesse de ces solutions, c'est de pouvoir créer facilement des applications web mobiles, et en particulier dès lors qu'on veut aussi orchestrer un certain nombre de processus. Et c'est typiquement des solutions qu'on utilise quand on a besoin de dématérialiser des processus papier, qui sont plutôt chronophages et source d'erreurs. Et donc là-dessus, effectivement, aujourd'hui, c'est un marché qui est en plein boom. On a une diversité de solutions. Il y a des acteurs spécialisés, type Appian, OutSystems ou Mendix, par exemple. Il y a les grands éditeurs plus généralistes, type Microsoft, Salesforce, ServiceNow, qui se positionnent. Et puis, il y a quelques pure players digitaux, on va dire, des Airtable ou des Babel, qui sont aussi apparus sur le marché. Troisième catégorie, c'est le process mining, donc avec des solutions qui combinent le monde du business process management et de l'analyse de données. Et l'objectif de ces outils, c'est à travers les données générées par ces processus, être capable, quelque part, d'objectiver le fonctionnement de ces processus, d'identifier où est-ce qu'on perd du temps, où est-ce qu'il y a des erreurs, où est-ce qu'on a des goulots d'étranglement. Et puis la dernière catégorie, c'est l'intelligence artificielle, avec 2 grands types d'usages appliqués à cette optimisation des processus, que sont
l'exploitation des données non structurées, et en particulier des documents, d'être capable d'extraire de l'information d'un PDF, d'un document scanné, pour ensuite créer des informations dans le système d'information. Et puis le deuxième cas d'usage, c'est tout ce qui est des modèles d'analyse plus élaborés, par exemple pour détecter de la fraude dans le traitement de certains documents, ou proposer des optimisations d'ordonnancement de tâches plus abouties. Et ce qu'on voit aujourd'hui, alors j'ai parlé de ces quatre technologies, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui cherchent à consolider ces quatre familles de technologies en une même plateforme. C'est le cas des premiers que j'ai nommés, les éditeurs de RPA qui sont entre autres, on fait un certain nombre d'acquisitions en termes de process mining. Vous avez les grands acteurs généralistes, et peut-être que c'est Microsoft qui a l'ambition la plus forte aujourd'hui, avec autour de l'initiative Power Platform en particulier, de pouvoir quelque part proposer un continuum de solutions pour optimiser vos processus, depuis une solution SaaS, ERP, D365, jusqu'à cette capacité à créer des solutions un peu plus sur mesure, en passant par des solutions low-code, par rapport à du RPA, ou encore aussi avec du process mining, avec l'acquisition qu'ils viennent de faire. J'aimerais revenir sur deux points que vous avez mentionnés. D'abord, le low-code, no-code, et puis juste une précision ou deux sur l'IA. J'ai lu en préparant cette émission que certains prévoyaient un chiffre aussi colossal que 50 millions d'applications à horizon, je crois, 2030 en low-code, no-code. Alors, ce chiffre me paraît légèrement exagéré, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et surtout, j'aimerais comprendre ce que ça signifie, c'est ce que ça va signifier pour les organisations. Et je vous excuse, je demande aux gens qui nous regardent de m'excuser parce que je n'ai plus la source, j'essaierai de la retrouver, je la diffuserai sur la page, mais c'est un chiffre vraiment comme 50 millions d'applications. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour les organisations, Sébastien ? Alors, je pense que c'est ce que mentionne un certain nombre d'offreurs, en disant... donc effectivement, par rapport à ça, il y a cette capacité à pouvoir plus facilement outiller, optimiser des processus où effectivement, avec des approches classiques, c'était un peu plus difficile. Mais je dirais, il y a une autre dimension, c'est le risque aussi qu'on crée un peu de bazar dans le système d'information, quoi. Et effectivement, on a un client, j'ai connaissance d'un client, qui avait ouvert largement un peu la porte à plein de collaborateurs pour pouvoir développer des applications. Et à un moment, au bout de 2 ans, ils ont décidé on va un peu restreindre parce que non seulement ça crée de nouveaux silos de données, et puis derrière, il y a des coûts d'usage et le budget a explosé un petit peu. Ouais, ça, on en reparlera. Mais donc effectivement, ça c'est la promesse et on peut penser effectivement qu'on va pouvoir plus automatiser, digitaliser un certain nombre de bouts de process qu'on ne pouvait pas faire avant, quoi. Je reviendrai, j'ai un certain nombre d'exemples. Oui. Effectivement, on en parlera un peu plus tard dans cet entretien. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez, si vous avez effectivement des remarques ou des questions vis-à-vis des projets low-code, no-code que vous voulez mener ou que vous êtes en train de mener, n'hésitez pas à nous poser la question en direct et Sébastien Dloual y répondra, bien sûr. Deuxième question, deuxième remarque sur ce que vous avez mentionné un peu plus tôt, sur le rôle de l'IA. L'IA, vous la mettez effectivement comme un des 4 axes, finalement. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt la voir comme, finalement, un outil qui va venir doper, entre guillemets, optimiser des outils qui, par ailleurs, existent déjà, Oui, alors effectivement, on utilise le terme d'intelligent automation, qui est un peu plus récent. Effectivement. Généralement, ce qu'on voit, effectivement, c'est que cette dimension IA, elle arrive dans un deuxième temps. Parce que, comme toute technologie d'IA, on a besoin d'un volume assez conséquent de données pour la faire tourner. Et donc, dans les projets qu'on peut voir, effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver au bout de 2-3 ans. Par exemple, on a accompagné un client, un grand industriel, dans l'optimisation du traitement de ses factures. Alors, on parlait de plusieurs centaines de milliers de factures fournisseurs à traiter. Et donc, donc, à l'échelle mondiale, il s'appuyait sur une trentaine de RP. Alors, le projet, dans un premier temps, il a fallu remettre à plat un peu les processus. On est allé vers des premiers niveaux d'automatisation. Et en fait, la partie intelligence artificielle, elle est arrivée qu'au bout de 2 ans. C'est au bout de 2 ans. Sur la base, effectivement, d'un certain nombre de données du processus, d'un volume de factures qu'on avait pu analyser, qu'on a pu mettre en place 3 moteurs d'intelligence artificielle basés sur du machine learning, afin
d'optimiser l'ordonnancement des factures et en particulier limiter au maximum le risque de retard de paiement, quoi. Et là, c'est un bon exemple qui fait qu'effectivement, l'IA est là pour doper, pour aller gagner des nouvelles étapes, une nouvelle capacité d'optimisation. Mais généralement, effectivement, c'est dans un deuxième temps. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de projets d'automatisation, on en est encore, quelque part, entre guillemets, à l'automatisation de tâches assez routinières, répétitives. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, Sébastien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligent automation? Vous avez commencé à expliquer un peu plus. La partie intelligence, le volet intelligence, c'est l'IA qui l'apporte, mais aussi quelque part le process mining. C'est vraiment l'imbrication des deux, enfin l'utilisation en parallèle. fait, c'est deux briques qui, quelque part, je dirais, par rapport aux technologies que j'ai pu citer, apportent un peu plus cette dimension intelligente, quoi. D'accord, c'est vraiment le mélange de ces briques-là. Quels avantages l'ensemble de ces technologies, je ne vais pas les mentionner à plusieurs reprises, quels avantages apporte-t-elle aux organisations si vraiment on se place dans l'exemple que vous venez de donner? Je pourrais en donner un autre. On a reçu sur ce plateau il y a quelque temps Stalergen, un groupe pharmaceutique, qui expliquait également que le RPA, c'était un moyen pour eux de traiter plus rapidement les dossiers des patients, que c'était un projet qui était rapidement déployable, ainsi de suite. Donc ça, c'est parmi les avantages qui peuvent être cités. Quels sont les autres avantages qu'on peut citer Je pense que c'est vraiment le gros avantage. C'est cette rapidité de mise en œuvre. Et donc, le corollaire, c'est que souvent, c'est des budgets de mise en œuvre qui sont relativement réduits. Par exemple, si on doit comparer ça à refondre une application ou remplacer un ERP, ça n'a rien à voir en termes de... Et donc, effectivement, on peut facilement aller faire ces gains de productivité ou sécuriser un certain nombre de process. Et même ces technologies, ça permet de rendre possible un certain nombre d'initiatives d'optimisation de processus qui, avec d'autres approches, n'étaient pas possibles. En tout cas, on n'arrivait pas à trouver un retour sur investissement. Avec une approche traditionnelle. Une approche assez traditionnelle. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai eu l'opportunité d'accompagner un client qui souhaitait automatiser la création de contrats dans son vieil ERP, entre guillemets, à partir des opportunités qui étaient gérées dans Salesforce, et donc qui était plutôt une tâche manuelle. Et donc l'approche classique était plutôt, d'ailleurs c'était comme ça que ça avait été présent, il faut qu'on mette une interface entre Salesforce et notre vieil ERP. Et en fait, assez vite, le constat a été fait que cet ERP en question ne proposait pas d'interface, d'API pour pouvoir créer des contrats à partir d'une solution connexe. On anticipait aussi que la phase de mise au point, les phases de test d'intégration entre Salesforce et ce vieil ERP seraient assez délicates parce que dans la création des contrats, il y a des règles de gestion assez complexes, que ce n'était pas très bien documenté. Et donc c'est pour ça que très vite, on a proposé aux clients une autre alternative, basée sur ces technologies, d'utiliser du RPA, c'est-à-dire qu'on allait récupérer les données de Salesforce au travers d'une API et on allait utiliser les écrans, parce que ça, on savait que ça fonctionnait. Et puis on a combiné ça avec un outil de workflow low-code pour pouvoir gérer en fait, les exceptions. Et où, sur la première approche, on était probablement à au moins un an et demi de mise en œuvre, puisque pour développer cette interface, cette API qui manquait, on n'avait pas d'autre choix que de s'appuyer sur les équipes R&D de l'éditeur en charge de cet ERP, qui déjà avait une roadmap bien chargée. Et donc voilà, on était probablement sur un an et demi avec un risque de délai, de dérapage en termes de délai non négligeable. Et là, on a pu mettre en œuvre une première phase d'automatisation en 8 mois. Est-ce que la situation que vous décrivez, Sébastien, n'est-elle pas une situation finalement relativement commune pour nombreuses organisations qui se trouvent avec un legacy, qui veulent faire un... Alors là, on parle de RPA, on parle effectivement d'optimisation de processus métier. Est-ce que c'est le chemin obligatoire par lequel doivent passer des banques, des assurances, des groupes industriels qui ont un ERP depuis 5, 10, 15 ans, qui est amorti 15 fois, mais qui est vraiment optimisé pour l'usage du quotidien, mais qui veulent avoir accès à ces nouvelles technologies, à l'automatisation? Est-ce qu'elles doivent faire comme vous l'avez fait là exactement avec votre client? J'ai envie de dire oui, en tout cas c'est une solution à considérer. Après, si pour diverses raisons on considère qu'il faut refondre ce système d'information, on ira plus vers une approche classique, d'aller chercher une autre solution du marché. Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour compléter en fait ce que proposeront les solutions, les fonctionnalités standards,
Une approche low-code pour compléter peut être intéressante. Et j'ai cité l'exemple de Microsoft, mais c'est aussi des approches de Salesforce, etc. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que ce type de technologie, quelle que soit votre initiative de transformation de votre système d'information, vous allez l'utiliser. Alors, effectivement, je serais plutôt sur une approche RPA si je veux rester avec mes briques existantes. Mais si je suis dans une transformation plus profonde de mes applications, de mes systèmes d'information, probablement j'aurai un peu de low-code pour étendre en fait ce que j'aurais mis en place avec un nouvel ERP ou une solution SaaS. Et puis le RPA, on peut l'utiliser aussi pour faire des migrations de données, quoi. Et ça, on a plusieurs exemples où on l'a fait, quoi. Est-ce que, et peut-être une dernière question sur ce point-là, pour ces entreprises qui ont un legacy lourd, est-ce que la migration vers le cloud, on ne peut pas faire une émission sans en parler quand même, est-ce que la migration vers le cloud est-elle également un préalable pour mener à bien cette transformation? Non. Pas du tout. Non. Après, on a quand même beaucoup de projets de RPA qui sont pour interagir avec des bons vieux legacy on-premise. Et ça peut être du mainframe, ça peut être de la S400, ça peut être d'un SAP qui a 15 ans. D'accord, donc ceux qui nous écoutent, tout n'est pas perdu, même avec un legacy, même avec un mainframe. Après, vous pouvez aussi vous transformer. Les solutions de RPA peuvent permettre de faire dialoguer, de faciliter une intégration entre un système legacy et une solution que j'ai en SaaS. D'accord. Ou le RPA, on l'a vu aussi, c'est en particulier quand dans des processus où vous avez besoin de déclarer un certain nombre d'informations auprès d'une administration. Là, on est par exemple en réflexion avec un client pour automatiser la déclaration de TVA à travers le monde. D'accord. Et donc ça, c'est un autre exemple, c'est qu'on va outiller, probablement avec du RPA, la préparation de ces fichiers Excel et puis de soumettre ces déclarations de TVA auprès de différentes juridictions à travers le monde. J'aimerais qu'on parle un peu sécurité. Vous en avez, pareil, vous l'avez abordé tout à l'heure, cette question-là. Lorsqu'on ouvre un système et lorsqu'on donne un peu plus de possibilités à des utilisateurs, eh bien, on donne plus de possibilités, c'est une chose, mais on crée potentiellement plus de risques, de silos surtout et de risques. Comment est-ce qu'on évite justement de recréer d'une part des silos et d'engendrer des problèmes de sécurité, notamment avec des approches low-code, no-code? Alors effectivement, la facilité de mise en œuvre de ces solutions est assez tentante de faire des impasses dans la façon de gérer ce type de projet de système d'information. Et effectivement, vous pouvez créer des trous de sécurité. Et j'ai un exemple en tête. On a fait un audit pour un acteur de l'assurance, un audit de son système de robots qu'il avait mis en place pour traiter des réclamations clients. Et dans le processus, les robots sont amenés à manipuler de la donnée au travers d'un fichier Excel. Et notre audit, en fait, a révélé que ce fichier Excel était stocké dans un répertoire qui n'était pas sécurisé et qui était accessible à toute personne de l'organisation. Or, on parle de données personnelles, sensibles, parce qu'en plus on est dans le contexte de réclamation. Donc autant vous dire que là, très vite, il y a une grosse alerte par rapport au risque d'infraction, par rapport aux données personnelles. Donc effectivement, le risque de cybersécurité est pas négligeable si on ne fait pas les choses proprement. Donc, pour pouvoir éviter ces problèmes, je pense qu'il faut, ce type de projet, il faut être capable de le gérer avec la même rigueur que tout projet de système d'information, et en particulier dans les phases de cadrage. En particulier, c'est de poser la question sur le processus en lui-même, parce que si votre processus il est structurellement inefficace, si vous l'automatisez, il restera quand même globalement assez inefficace. Oui. Après, on voit qu'on a une diversité de technologies, donc il y a un moment de se poser la question, quelle est la bonne technologie ? On peut avoir des solutions métiers qui intègrent par exemple des workflows. Donc, si à un moment j'ai besoin d'un workflow, est-ce que je ne peux pas utiliser le workflow que j'ai dans une solution métier au lieu d'aller chercher ma solution low-code à côté? Et puis, je dois m'assurer que tout ça, en termes d'intégration avec le système d'information, je vais bien penser les choses pour éviter de créer justement ce silo de données. Et puis, de s'assurer des prérequis techniques. Et puis, quand je mets tout ça bout à bout, est-ce que j'ai effectivement un retour sur investissement qui est intéressant? Alors, dans tout ça, il y a le cas spécifique, effectivement, du low-code, no-code. Où, quelque part, on donne la main, effectivement, à des utilisateurs métiers ou des profils maîtrise d'ouvrage pour assurer une bonne partie de la mise en œuvre de la solution. Et là, ils ont effectivement la capacité à configurer des écrans, des workflows.
Et donc, il y a effectivement à définir une gouvernance des règles du jeu entre ces équipes métiers et ces équipes systèmes d'information. Ce qui peut être effectivement un petit peu nouveau pour pas mal d'organisations. Et moi, je suis tenté de dire, on peut faire un parallèle par rapport à ce qui est mis en place sur tout ce qui est la dimension data analytics. Vous avez, voilà, typiquement une répartition des rôles entre les équipes IT, direction de système d'information, qui sont en charge de mettre en place tous les flux de données, de créer le socle de données. C'est la fonction de data engineering. Et puis, les utilisateurs qui vont mettre au point les tableaux de bord, les analyses, les data analysts ou les data scientists qui sont plutôt côté métier. Ben, on peut avoir en fait la même répartition d'activités, même répartition de responsabilités sur du low-code, du no-code. C'est-à-dire que ceux qui vont configurer des écrans, des applications mobiles, ce qu'on appelle les citizen developers, ça peuvent être côté métier. Mais vous avez besoin, côté fonction système d'information, voilà, d'une équipe qui maîtrise le socle technologique, qui va faire ce travail de data engineering, d'assurer l'intégration de ces données depuis le reste du système d'information pour qu'elles soient ensuite exploitées dans ces applications, et qui vont travailler aussi à mettre en place tout ce qui est nécessaire en termes de sécurisation des données et d'accès à ces applications. Et sans compter aussi qu'il y a un sujet, c'est qu'il faut pouvoir aussi superviser ces applications. Parce que quand on fait ça, normalement, c'est pour des processus qui sont utiles à l'organisation, qui sont des processus assez critiques. Et on voit qu'on a un enjeu de s'assurer que tout ça, ça fonctionne bien. On a, voilà, de temps en temps, des robots où, au bout d'un mois, on se rend compte qu'ils ne font plus le job. Et là, bizarrement, sur une clôture comptable, on se dit qu'il y a des trucs un peu bizarres. Donc ça, ce n'est pas forcément des réflexes côté métier. Et ça, c'est une responsabilité que doivent prendre les équipes ici. Comment faire en sorte justement que la DSI, sur ce type de projet, puisque le low-code, no-code, on en parlera tout à l'heure avec la région Bretagne, ce sont des projets qui sont justement pensés pour aller vite, et répondre très rapidement à un besoin métier. Comment faire en sorte que l'implication de la DSI ne vienne pas alourdir un processus qui justement est pensé pour aller vite et être très rapidement disponible pour les métiers? Voilà. Ça veut dire quand même qu'au début de chaque initiative, il doit y avoir ce dialogue. En fait, la première fois que vous mettez en place du RPA, du low-code, etc., vous avez quand même un petit ticket d'entrée technique si vous voulez faire les choses proprement. Donc effectivement, les premiers cas, des fois, on peut dire « ouais, ça ne va pas aussi vite que c'était prévu », à moins de faire quelque chose dans son coin, et ça relève limite du shadow IT. Mais après, dès lors que voilà, les solutions ont été mises en place correctement, qu'on a défini les règles du jeu, effectivement, les métiers peuvent avoir beaucoup plus d'autonomie. Après, ce qui sera souvent le frein, par rapport à leur souhait d'aller vite, c'est la capacité à accéder à des données du reste du système d'information, ou de faire que les informations qu'on va créer, par exemple, au travers d'une application low-code, se retrouvent, par exemple, dans le RP. Et donc, c'est là qu'il peut y avoir le frein. Et ça, clairement, c'est un sujet d'intégration. Et là, ce sera la responsabilité des équipes DSI. Voilà, il n'y a pas de recette magique. Ça permet d'aller plus vite, effectivement. Ça permet de compenser, effectivement, aussi l'insuffisance, on va dire, de développeurs qu'on peut avoir dans des organisations. Mais néanmoins, voilà, il faut arriver à trouver le bon dialogue entre les équipes métiers et les équipes systèmes d'information. Une dernière question, Sébastien. Comment les entreprises peuvent-elles aborder la question des compétences? Parce que qu'il s'agisse de process mining, de low-code, no-code, d'IA tout simplement, d'intelligent automation au sens large, il faut des compétences. Elles ne sont pas forcément en interne, il faut les faire venir, faire en sorte que les équipes montent en compétences. Enfin, il y a tant de choses à mettre en place. Comment les entreprises peuvent-elles aborder vraiment de front cette question de compétences? On va dire que sur les sujets de RPA, bon, ça fait quelques années qu'on en fait, là, il commence à y avoir pas mal de compétences sur le marché. Il y a quand même la plupart des intégrateurs qui ont des équipes assez conséquentes dessus. Donc on peut s'appuyer sur ce type de partenaire. Puis il y a un enjeu ensuite de faire monter en compétences des équipes internes. Généralement, pour des organisations qui ont un bon niveau de maturité, ça va se traduire par ce qu'on appelle un centre de compétences. Donc avec des gens qui auront les certifications qui sont nécessaires et l'expérience qui va bien. Sur la partie, entre guillemets, plus intelligent, on va retrouver des profils assez classiques, de data engineering, de data science, de data analysis. Donc ça, c'est des compétences qui existent déjà dans les organisations.
sans doute pas suffisamment en nombre, puisqu'on sait que c'est partout, tout le monde cherche ce type de compétences. Et puis, si on vient à la dernière type de profil, mes fameux citizen developers, il y a un enjeu quand même qu'il y a un minimum de les former. Alors, ils peuvent s'auto-former, puisque sur ces solutions, il y a plein de webinars. Mais à un moment, il y a un enjeu aussi de donner une formation qui est plus spécifique à comment l'organisation gère ces solutions. Et donc là, il faut qu'effectivement, il y a quelques référents. Et dans certaines organisations que je connais, les référents, ils sont plutôt côté DSI, qui sont capables d'accompagner, voire de coacher ces citizen developers pour correctement utiliser ces applications. Voilà, et après, on est dans, je dirais, une approche relativement classique d'appropriation de nouvelles technologies et de la conduite du changement qui va bien, quoi. D'accord, mais juste, vraiment une toute dernière question vraiment, sur cet aspect de compétences. J'essaie de me mettre à la place d'une organisation qui veut aller vite, qui veut, alors comme vous le disiez, une petite recherche sur LinkedIn, ça suffit pour se rendre compte qu'effectivement, en RPA, aujourd'hui, on a un très grand nombre d'experts. Dans les organisations, on aura un tout à l'heure qui va prendre la parole, on a des product owners, ainsi de suite. Sur d'autres sujets, c'est pas forcément le cas. Est-ce que ces compétences-là, il vaut mieux aller les chercher, plutôt travailler effectivement avec les ESN, ou est-ce que, quand on veut aller vite sur ces projets-là, il est plutôt intéressant de miser sur plutôt de la montée en compétences? Si vous voulez assez vite, vous aurez plus intérêt à aller chercher sur des ESN ou des freelances dans un premier temps. Parce qu'en plus, c'est là d'aller chercher des gens qui ont l'expérience déjà de le mettre en œuvre. Comme, il y a plein de choses qui sont très belles en théorie, mais après, il faut avoir l'expérience de le mettre en œuvre. Chacune de ces technologies a ses forces, mais aussi ses faiblesses. Voilà, l'enjeu, c'est plutôt d'aller dans un premier temps. Après, il peut y avoir une phase un peu, effectivement, de minimum viable product, parce que c'est une approche assez agile, effectivement. Et puis, dès lors qu'on considère que ces technologies, elles font sens, à un moment, il peut aussi y avoir un choix, et ça c'est un choix important de gouvernance, c'est que par rapport à cette offre pléthorique, à un moment, il faut faire des choix pour justement se dire on ne va pas avoir toutes les solutions RPA du marché ou toutes les solutions low-code, de faire des choix. Donc ça aussi, c'est par rapport à ce sujet justement des compétences, les organisations, à un moment, elles doivent faire le choix de se dire voilà, sur quel produit je décide de partir et sur lequel je vais industrialiser. Et là, je vais faire monter en compétences mes équipes dans un second temps. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Je rappelle que vous êtes associé KPMG France, CIO Advisory et Digital Transformation. Merci beaucoup. Merci. La régie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous propose de poursuivre cette émission en abordant le premier axe d'une discussion et des outils dont on a parlé à plusieurs reprises. Et ce premier axe, c'est le RPA. Et nous allons voir tout de suite avec nos deux invités comment les organisations peuvent mettre en place une stratégie pour déployer efficacement le RPA. Et pour cela, j'ai avec moi deux invités. Je viens d'être rejoint, et non pas je viens d'être rejoint par Alexis Vernière. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, vous êtes VP Sales France et Italie and Iberia, allez. On va dire Europe du Sud. Europe du Sud, voilà, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair, au sein de Cofax. Et nous sommes également en ligne avec Jocelyn Paris, qui est Product Owner pour la Maïf. Jocelyn, bonjour. Bonjour Thomas. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alexis, un mot sur Cofax, s'il vous plaît. Et je demanderai, alors je ne vais pas demander à Jocelyn un mot sur Maïf, il y a probablement des abonnés qui nous écoutent, mais un mot sur Cofax, s'il vous plaît. Cofax est un éditeur de logiciels dans le domaine du thème d'aujourd'hui, sur l'intelligent automation. On a un acteur international, notre siège aux États-Unis, et on aide nos clients dans leur transformation digitale. Une première question pour vous, Alexis. Je suis sûr que vous avez écouté avec un grand intérêt la première, le discours introductif, la discussion introductive que j'ai eue avec Sébastien Denoile. On a parlé effectivement de beaucoup d'outils. J'aimerais qu'on s'arrête dans cette discussion un peu plus sur l'automatisation. En tout cas, en entrée, on verra un tout petit peu plus tard, on ira un tout petit peu plus loin. Et j'aimerais que vous nous disiez aujourd'hui quel rôle joue l'automatisation globalement dans les projets de transformation des entreprises. Alors, l'automatisation, c'est d'abord un outillage, en fait, un outillage informatique pour augmenter
les utilisateurs et améliorer l'efficacité des processus métiers de l'entreprise. On peut le voir du point de vue de l'entreprise qui est notre client, qui sont des gens comme Monsieur de la Maïf ou des banques de l'industrie, on a un petit peu tout secteur, ou du point de vue de leurs propres clients finaux. Je pense que ce qui est important, c'est que du point de vue de l'utilisateur final ou du client final, d'avoir une flexibilité plus forte dans l'interaction avec son interlocuteur, d'avoir plus de transparence dans le processus de souscription ou de gestion, d'acte de gestion avec son interlocuteur et en dernier lieu, d'avoir plus de rapidité, de facilité de réponse et c'est ce que j'espère qu'on arrivera à développer après. Il y a aussi un pendant qui est du point de vue de l'entreprise. En fait, l'objectif va être aussi de l'efficacité opérationnelle, mais de la sécurisation du processus. Et donc, le fait d'outiller avec l'informatique cette automatisation va permettre de mieux guider l'utilisateur interne, l'agent, dans le traitement des demandes de ses clients. Jocelyn, je me tourne vers vous. Il se trouve que la Maïf est un utilisateur de solutions de RPA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement l'historique de ce projet? Pourquoi hier plutôt, vous êtes tourné vers le RPA et quels impacts ça a aujourd'hui? Alors, le RPA est arrivé chez nous il y a 5 ans. C'était dans le cadre d'une problématique qu'on avait sur le taux d'accueil, en fait, qui était en dessous de nos exigences. Le taux d'accueil de notre réseau de distribution. Et donc, on a réalisé un POC sur le RPA pour pouvoir tout simplement sortir certaines activités sans valeur ajoutée pour que nos collaborateurs puissent se concentrer sur la relation et permettre au taux d'accueil de se relever. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé à la Maïf il y a 5 ans. Il est ensuite devenu un projet à part entière, puis un produit. Et aujourd'hui, on est, on va dire, dans une phase... une sorte de vitesse de croisière du RPA qui est vraiment une solution qui permet dans toutes les strates de l'entreprise de pouvoir apporter des solutions. Vous avez déployé effectivement ces robots depuis un certain temps. Comment les utilisateurs, j'ai failli dire les adhérents, comment les utilisateurs se sont-ils saisis de ces robots et comment aujourd'hui travaille-t-il avec ces robots? Alors, il y a eu une très, très bonne adhésion des différents métiers qui nous ont sollicités pour le RPA et pour automatiser certains processus, puisqu'on était, nous, et vraiment essentiellement sur des entités, enfin des services qui étaient en souffrance sur leurs activités, qui n'arrivaient plus à faire face. Donc là, le RPA avait pleinement son sens et a permis de libérer de cette charge, de ces tâches sans valeur ajoutée, donc de ces petits cailloux, pour pouvoir leur permettre de se concentrer, d'avoir une meilleure qualité de travail. Donc en cela, c'est vraiment une véritable adhésion qu'on a pu obtenir. Et d'ailleurs, nos premiers clients nous ressollicitent pour nous soumettre d'autres processus à automatiser. Et en plus, la particularité pour laquelle nous avons opté, c'est de totalement décentraliser l'utilisation de ces robots. Donc, ils sont totalement déchargés de ces activités-là. Donc, c'est totalement transparent pour eux. Ils n'ont que pour certains cas éventuellement le résultat du travail accompli par le robot. Alexis, quel regard vous portez sur ce témoignage? Et est-ce que vous retrouvez avec vos clients ou avec vos prospects, d'une part, les mêmes besoins et dans un deuxième temps, les mêmes résultats? Alors là, avec Jocelyn, on a un exemple qui fonctionne bien. On a des métiers qui se sont saisis effectivement des robots avec lesquels ils arrivent à travailler effectivement en bonne intelligence. Est-ce que ce sont des résultats que vous retrouvez régulièrement où il y a quand même besoin avec vos clients ou avec vos prospects parfois de procéder à quelques ajustements pour qu'effectivement le RPA cadre bien avec la demande du métier?
J'aurais tendance à dire que effectivement le succès d'un projet RPA arrive quand il y a d'abord une bonne collaboration entre les gens du métier qui connaissent les processus, qui savent intimement, je dirais, quelles sont les tâches manuelles répétitives qu'ils ont à faire et que le RPA va pouvoir aider à fluidifier ou va les aider à automatiser. Et l'informatique a besoin de garder un contrôle sur l'implémentation effective des robots de façon à ce que ça rentre de façon harmonieuse dans le paysage applicatif et dans les niveaux de service dont ils vont avoir besoin en interne, sans déstabiliser les autres applicatifs avec lesquels le RPA va s'interfacer. Donc cette collaboration, c'est le premier point extrêmement important. La deuxième, c'est que un des intérêts du RPA, c'est justement de ne pas être aussi monolithique que ne le serait une intégration entre deux systèmes, où une fois qu'on a fixé une règle, eh ben, on est engagé sur 5 ou 10 ans et c'est très difficile de la faire varier. Un des avantages du RPA, c'est que c'est assez flexible, donc on peut le modifier, le faire vivre au jour le jour. Et donc, par rapport à ce qui a été dit, oui, c'est important de garder ce dynamisme une fois qu'on a mis les premiers robots en place, de façon à les faire évoluer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA dans ce contexte? On sait qu'aujourd'hui, une bonne partie des solutions embarquent de l'IA. On parlait d'intelligent automation, on en a parlé au début. Quels sont finalement les points forts de l'IA, au-delà peut-être de ce qu'on connaît, c'est-à-dire sa capacité à traiter de très grandes quantités? Qu'est-ce qu'elle apporte très concrètement? Très concrètement, ça apporte, je dirais en premier lieu, une simplification sur l'implémentation du système informatique. L'IA fait qu'on n'est plus obligé de prédéterminer une règle de gestion. On n'est plus dans l'époque des systèmes experts d'il y a une vingtaine d'années. L'IA va apprendre de ce que fait l'utilisateur et ça a des applications très concrètes aujourd'hui. Si je me souviens bien, ça a été évoqué par votre intervenant précédent, mais un des premiers sujets, c'est sur la structuration des informations qui arrivent de façon non structurée. D'ailleurs, dans un processus de souscription, par exemple, quand un client envoie tous les documents justificatifs dont vous avez besoin pour l'enregistrer en tant que client, le système, a priori, ne sait même pas quel est le document qui vous envoie. Est-ce qu'il vous envoie une pièce d'identité, un bulletin de salaire, son dernier relevé d'information s'il change d'assurance pour sa voiture, etc. Et donc tout ça, on aurait été obligé il y a quelques années, de le coder en amont dans le système d'information et dans les interfaces, et un opérateur aurait dû avoir le menu pour dire bah, ça c'est une pièce d'identité et je la charge dans le système et donc je peux continuer mon processus. Ça fait partie un peu de ce que je disais de la rapidité de traitement pour l'utilisateur. Là il peut juste envoyer ces documents, que ce soit sur un mobile, une tablette ou autre. Et c'est l'intelligence artificielle qui va l'identifier de lui-même. Je pense que c'est un premier cas qui est extrêmement mature aujourd'hui dans les technologies. Il y en a d'autres, et peut-être qu'on y reviendra après, qui sont un peu plus récents, où on essaye d'intégrer de l'intelligence artificielle, en particulier sur peut-être un exemple qui est assez parlant pour tout le monde, c'est sur la détection de fraude. Quand on fait une opération bancaire à distance, on veut souscrire à un client ou il veut faire un acte de gestion, comment s'assurer qu'on parle à la bonne personne? Eh bien, on peut utiliser par exemple des technologies de reconnaissance faciale, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour voir si la personne est en mouvement
et donc si c'est pas une image qui est en train de vous parler, de façon à identifier avec ces technologies de deep learning ou de machine learning que l'on a affaire à la bonne personne, et donc limiter les risques liés à la digitalisation des processus, qui est souvent un des freins dans ce genre d'opération. Je reviens vers vous, Jocelyn, et je refais un petit pas en arrière. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des projets que vous avez automatisés avec succès, pour qu'on comprenne bien, quand on parle de RPA, quelle réalité ça recouvre pour vous? Nous, on a des exemples très marquants de réussite. On a notamment un partenaire avec lequel on travaille depuis très longtemps, qui chaque mois nous envoie des milliers de factures que les gestionnaires doivent faire quelques vérifications dans nos outils et faire des inscriptions comptables. Donc clairement, ces règles de vérification pas besoin, ne nécessitent pas forcément la présence d'un humain, peuvent tout à fait être intégrés par un RPA. Donc ce processus-là, on l'a totalement automatisé, ce qui permet à nos gestionnaires de ne plus avoir à gérer toutes ces factures. Donc c'est des milliers de factures. On est de l'ordre de 1,5, 2 ETP chaque mois, qui sont automatisés avec un processus très simple d'enregistrement comptable. On a aussi dans le même un peu registre des virements, puisqu'on est une société d'assurance, on fait des encaissements, on reçoit des virements de nos assurés, et à certains moments, ils ne sont pas bien référencés. Et donc, on a certains outils, on a un service à la compta qui permet de pouvoir rechercher et de pouvoir faire matcher les virements avec les comptes de nos adhérents. Donc ça, pareil, c'est une opération qu'on a automatisée avec le robot. Donc c'est vraiment différents processus qui permettent, avec des règles très simples, de pouvoir décharger nos collaborateurs. Donc ça, on a vraiment des exemples concrets. Je peux également vous parler puisqu'on a un assureur, notamment auto, lorsqu'on a besoin d'éléments d'information complémentaires concernant le contrat d'assurance qu'on souscrit, on a besoin de ces éléments, et on met une assurance temporaire à nos assurés en attendant de valider. Et lorsque nos assurés ne reviennent pas dans les temps, nous avons besoin de le relancer et de lui redemander les éléments. Donc ça, pareil, c'est typiquement une action qui ne nécessite pas d'avoir une intelligence humaine, on va dire, en tant que telle, pour réaliser l'opération. Donc ça, c'est également une opération qui est réalisée par robot. Donc vraiment, on a toutes ces activités un peu de back-office qui sont actuellement réalisées. Et donc c'est vraiment des succès importants, puisque je peux vous donner un chiffre. Par exemple, depuis le début de l'année, sur les 3 mois, on est en moyenne à peu près à l'équivalent de 10 ETP. Donc c'est autant de temps que nos collaborateurs peuvent consacrer à la relation client, à notre cœur de métier. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, Alexis, à partager avec nous, d'accompagnement par exemple en RPA? On en a beaucoup. Allez, un ou deux. Donc, je vais essayer de me cibler sur un ou deux, effectivement. En fait, notre vision est qu'il faut regarder de plus en plus le processus end-to-end. Et je pense qu'on a un cas qui est extrêmement parlant de ce point de vue-là, qui a été publié sur notre site il n'y a pas très longtemps. Donc j'en profite pour remercier la Société Générale en Algérie qui a accepté de l'écrire. En fait, ils ont utilisé notre plateforme d'automatisation intelligente pour refondre tout le parcours client pour l'adhésion, l'entrée en relation, ils appellent ça, pour l'acquisition et l'ouverture de compte de nouveaux clients. Au-delà de l'exemple que je prenais tout à l'heure sur les pièces qu'il faut communiquer, dont la banque a besoin pour des raisons réglementaires, en étant intégré dans une seule plateforme, une fois qu'on a extrait les informations des documents qui sont transmis par le client. On peut les utiliser. Alors évidemment, c'est important pour le système informatique de gestion, et c'est pour ça
qu'on doit les structurer, puisqu'il faut bien que dans l'application de banking, la Société Générale sache qui est le client, quelle est son adresse, etc. Mais également, ils ont des vérifications à faire sur des sources externes. Et donc, ils utilisent ces informations qui sont capturées par l'intelligence artificielle pour lancer des robots, faire des recherches sur la personne et vérifier qu'ils ont bien le droit de le prendre en tant que client. Donc s'assurer que c'est pas... excusez-moi, ça arrive pas très souvent, mais un criminel qui fait du blanchiment, etc., oui. etc. Et donc, ça montre bien l'intérêt d'avoir et l'importance non seulement de prendre du RPA pour faire des opérations qui auraient été faites par des opérateurs précédemment, mais d'associer les différentes technologies entre elles pour couvrir un besoin un peu plus complet du client. Je pense qu'on a beaucoup investi sur le core système, sur l'informatique de gestion, entre guillemets. Il y a toute une part du processus d'interaction avec ces clients finaux sur lequel on a beaucoup travaillé sur des systèmes très déconnectés, avec des intranets, avec des applications mobiles, avec un portail agent pour les gens dans les agences, et qu'il y a une vraie appétence aujourd'hui pour répondre aux objectifs que j'ai cités au départ, à essayer d'unifier un petit peu tout cela dans une démarche globale, et en tout cas d'y réfléchir dans une démarche globale. Jocelyn, quels sont pour vous les éléments à prendre absolument en compte lorsqu'on est une organisation comme la vôtre, qu'on soit d'ailleurs un acteur de l'assurance ou pas, pour se lancer dans un projet, au-delà de se lancer, réussir son projet d'automatisation? Je pense que dans un premier temps, il y a un vrai travail de pédagogie à réaliser pour sensibiliser différemment les acteurs sur ce que vont faire, le sens qu'on veut donner à notre action. Nous, je sais que à la Maïf, on a vraiment l'ambition, en tout cas, de ce qui concerne le RPA, de vraiment que cela ne soit pas en fait pour enlever de l'emploi. On n'est pas là pour remplacer l'humain. Le RPA est vraiment là pour accompagner nos collaborateurs et pour les aider dans leur quotidien. Ça, c'est le premier travail de pédagogie. Nous, de notre côté, on n'a pas eu de trop de difficultés à ça, puisqu'on a eu plutôt une adhésion de nos métiers. Ils n'ont pas eu cette sensibilité-là. Mais c'est quand même un travail à réaliser, puisque c'était plutôt, on va dire, une vision siège, une vision entité support, qui était une crainte. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect vraiment pédagogique. Le deuxième aspect, c'est aussi d'un point de vue architectural. On va dire, il faut vraiment qu'on définir bien à l'avance comment est-ce qu'on va utiliser le RPA. Puisque nous, on a eu des débats en interne sur est-ce que c'est une solution pérenne, non pérenne. Je pense qu'il faut bien poser le cadre pour que ce soit clair et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions après une fois que la solution est choisie. Parce que, à mon sens, le RPA peut être à la fois une solution pérenne et aussi une solution temporaire avant de trouver une solution qui soit type batch d'une manière plus robuste, on va dire de manière applicative. Et le dernier point, c'est alors nous c'était aussi très important, c'est l'aspect budgétaire, puisqu'il faut pouvoir avoir son budget pour entre guillemets choisir un peu les différents sujets sur lesquels on peut, et la valeur, parce que ça n'empêche pas de piloter par la valeur les différents process qu'on peut nous soumettre. Ça, ce sont les trois aspects, parce que et je reviens sur l'aspect budget, il y a aussi une partie MCO, donc le run à prendre en compte, qu'il ne faut pas négliger. Puisque après, on a, je parle pour nous, on a un parc d'environ une trentaine de robots en production. C'est aussi à prendre en compte dans l'implémentation qu'on veut donner au RPA.
On arrive quasiment à la fin de cet entretien et j'aimerais qu'on termine par 2 questions pour vous, Alexis. La première, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur l'IA qu'on a mentionné. On sait que c'est un outil qui va être de plus en plus intégré. On parle d'intelligent automation, donc il y aura effectivement de l'IA dedans. Dans quelle mesure l'IA va-t-elle permettre justement aux robots dont on a parlé, dont on parle depuis le début de cette émission, de gagner en autonomie et en intelligence, justement? Large question. C'est une large question, et puis vous me demandez de faire de la prospective. Un tout petit donc peu. Je vais en faire un petit peu, Oui. pas trop quand même, parce que je pense que déjà avec ce que l'on a aujourd'hui et qui n'est pas encore implémenté chez beaucoup de nos clients, on a des axes d'amélioration qui sont extrêmement importants. Je crois que on fait déjà aujourd'hui, comme je l'ai dit, du traitement de l'image, on fait de la structuration d'informations non structurées. Votre intervenant précédent parlait un peu de process mining ou de découverte de processus. Dans cette voie-là, on investit encore énormément sur, d'une part, la capacité à l'intelligence artificielle à comprendre d'elle-même, quelque part. Aujourd'hui, ce qui marche bien, globalement, c'est du machine learning où on a déjà donné un objectif très clair à la solution, et donc elle sait sur une facture fournisseur qu'elle veut aller chercher le numéro de SIRET de l'entreprise qui l'a envoyé, le total de la facture, éventuellement le montant de TVA. L'avenir, c'est demain d'être capable de prendre un texte libre et d'identifier quel est le thème qui est adressé par le client. Donc, si vous avez un courrier de vos clients, qui peut être une réclamation, une demande, ce que vous voulez, on commence à le faire un petit peu, mais on commence. D'accord. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire sur l'identification d'une demande libre du client, et vraiment autour du NLP, Natural Language Processing. Ça, c'est un premier axe qui est extrêmement important, sur lequel je pense qu'on va pouvoir développer encore des choses et avoir les mêmes effets de ce que l'on a eu sur Société Générale Algérie, où on est passé de plusieurs semaines à traiter une demande d'ouverture de compte à quelques minutes ou une quinzaine de minutes aujourd'hui. On pourrait imaginer avoir la même chose sur du texte libre et des demandes qui arrivent de façon libre. L'autre axe sur lequel nous, personnellement, on investit beaucoup, c'est à partir du moment où on a commencé à identifier des processus, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aider l'utilisateur, sans que ça ait été pré-paramétré dans un workflow, à lui dire la prochaine étape de ce que vous voulez faire dans votre processus métier, c'est celle-ci. Voilà. Et quelle est... je trouve pas le terme en français, mais je pense que mon explication est claire, le next best action, un peu comme on a quand on tape sur Google, on commence à taper une phrase, ou même dans Word aujourd'hui, on commence à taper une phrase, on a la suite de la phrase qui apparaît. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose dans le système d'information du client, et dire quelle est l'étape prochaine que l'on va proposer, sans qu'elle ait été prédéterminée, mais juste parce que l'intelligence artificielle arrive à analyser les actions qui sont prises par les utilisateurs, et pas simplement les informations. Je pense que nous, c'est vraiment les deux sujets qu'on voit comme étant des sujets d'avenir à un terme qui n'est pas si lointain que ça. Une dernière question, j'aimerais qu'on conclue cette discussion par la démarche de Cofax d'une manière générale. Aujourd'hui, on a bien sûr parlé d'intelligent automation, on a parlé de low-code, no-code, on a parlé d'IA. Finalement, sans tenter de penser, en tout cas de prévoir l'avenir, en tout cas, on peut imaginer que le futur, ce sera plutôt un mix de ces types d'approches-là, peut-être un bout de low-code, un bout de no-code, un bout d'IA, ainsi de suite. Dans quelle mesure, justement, ce mix de technologies, ce cocktail de technologies,
pourra-t-il être finalement la bonne potion pour les entreprises qui veulent gagner en rapidité et qui veulent s'appuyer sur l'ensemble de ces outils pour optimiser leur processus métier? C'est déjà en partie une réalité. Je crois qu'aujourd'hui, le frein qu'il y a, c'est qu'il y a déjà des choix indépendants qui ont été faits dans ces différentes briques. Et notre approche est de dire, écoutez, c'est pas grave, vous avez peut-être déjà un Péguin pour faire votre case management, vous avez peut-être déjà une autre technologie sur le RPA. Rendons ces frontières entre les outils un peu plus élastiques, parce que il n'y a pas une technologie d'automatisation qui répond à l'ensemble des besoins. Il y a déjà aujourd'hui toute une série de différentes technologies et c'est extrêmement important de les rassembler de façon à rendre le service à la fois à ses employés et à ses clients finaux. L'assemblage va permettre une fluidité et une flexibilité dans la construction du système d'information qui est extrêmement importante pour répondre aux objectifs. Je dirais en conclusion, nous, on a déjà fait ce travail d'assemblage. On peut bien évidemment augmenter l'intégration des systèmes et d'ailleurs quand je vous parlais de la prochaine bonne action à prendre pour un utilisateur, on essaye d'appliquer les mêmes technologies d'intelligence artificielle que celles qu'on a sur la reconnaissance d'un document. Et donc il y a des passerelles technologiques entre les outils qui vont aider aussi l'intelligence artificielle à être plus intelligente que ce qu'elle est aujourd'hui. Merci à tous les deux, messieurs. Merci Alexis. Je rappelle que vous êtes VP Sales France et à l'Europe du Sud, voilà, en bon français chez Cofax. Et Jocelyn, merci beaucoup d'avoir également été avec nous. Et je rappelle que vous êtes Product Owner au sein de la Maïf Product Owner RPA. Merci beaucoup. Alexis, je vous en prie, vous pouvez rejoindre la régie. Nous allons poursuivre notre émission en nous interrogeant et en réfléchissant cette fois-ci ensemble sur un sujet, bien sûr, dont nous avons beaucoup parlé, qui est le low-code et le no-code. Je vous propose je le disais à l'instant, de poursuivre notre émission sur un thème dont nous avons beaucoup parlé depuis le début de cette émission, le low-code, no-code. Et pour beaucoup de raisons, on sait que les entreprises ont besoin aujourd'hui, les entreprises et bien sûr les administrations, ont besoin d'outils très rapidement pour correspondre très précisément à des besoins métiers exprimés dans des régions, dans des départements ou au sein des différentes BU des organisations. Et pour évoquer ce sujet, j'ai avec moi deux invités aujourd'hui à distance. Rosanne Kili. Rosanne, bonjour. Alors Rosanne, vous êtes ingénieure développement logiciel au sein de la région Bretagne. Et j'ai également avec moi David Oana. David, bonjour. Bonjour. Alors David, vous êtes directeur SAV France et FSA, pardon, redites-moi la région à laquelle ça correspond, David. C'est l'Afrique francophone. Voilà, Afrique francophone, au sein du groupe Stanley Black & Decker. Merci à tous les deux d'être là avec moi aujourd'hui. Alors, une première question pour tous les deux, finalement. Je commencerai par vous, David. Pouvez-vous décrire le contexte global de transformation dans lequel se trouve votre organisation aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai que face à la digitalisation croissante du commerce, notre groupe a choisi de réagir pour anticiper au mieux ces nouvelles habitudes de consommation. Et depuis 2018, il y a une forte volonté de notre groupe de s'inscrire dans un virage digital. Donc on a eu à cette époque-là de grands chantiers d'acculturation digitale pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis, lors d'un de ces chantiers, un groupe de travail a posé l'idée de travailler sur l'un des grands piliers d'une de nos marques, qui est la marque Facom, et de travailler sur la digitalisation de la garantie à vie. D'accord. Rosanne, même question pour vous. Alors peut-être pas forcément le contexte, mais aujourd'hui,
à quel besoin métier, finalement, venait répondre le low-code, no-code pour une région comme la vôtre? Alors en fait, le besoin métier, c'était d'abord de dématérialiser tous les dispositifs qui sont mis en place dans la collectivité, supprimer les dossiers papier, les délais de traitement, les échanges de fichiers Excel et les doubles saisies. Donc voilà. Et puis c'était aussi trouver une solution pour répondre plus rapidement aux besoins des métiers. Parce que le développement from scratch qu'on faisait avant prenait trop de temps. On est une petite équipe et on avait besoin de gagner en temps de réponse. Donc voilà pourquoi on est parti sur le low-code. D'accord. Les applications sur étagère, les programmes sur étagère, pour vous, Rosanne, et pour vos équipes, ne correspondaient pas forcément aux besoins qu'avaient exprimé les métiers. Vous ne trouviez pas ce qu'il vous fallait ou il aurait fallu trop faire évoluer ce qui se trouvait déjà sur le marché? C'est ça. En fait, quand il s'agit de gestion financière, de gestion de dossier ou d'outils RH, les produits sur étagère correspondent tout à fait à nos besoins. Par contre, chaque collectivité territoriale, et notamment la région Bretagne, a des politiques publiques qu'elle décide en propre. Et donc, les besoins pour ces dispositifs qu'elle vote, on ne partage pas tout à fait les mêmes besoins avec les autres collectivités. Et du coup, là, on a vraiment besoin de spécifiques. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, on fait des applications en interne. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces applications en interne, que vous avez développées en interne, nous dire pourquoi vous les avez développées, pour qui et à quels besoins spécifiques elles venaient répondre? Alors par exemple, on a développé une application qui est utilisée par les organismes de formation de la région Bretagne, qui permet d'enregistrer les stagiaires de la formation professionnelle, de suivre toutes les formations qui leur sont proposées, pour rémunérer ensuite les organismes de formation par rapport aux sessions de formation qu'ils dispensent. C'est un exemple d'application qui est interconnecté, par exemple, avec Pôle emploi. On récupère les stagiaires de la formation professionnelle qui rentrent dans le dispositif Pôle emploi, ce qui évite les doubles saisies. Et puis, c'est aussi une application qui est interconnectée avec l'ASP pour le paiement des cotisations sociales. Donc c'est des applications très transverses et puis qui permettent à tous les partenaires de travailler sur les mêmes dossiers en même moment et de gagner du temps d'instruction. D'accord, oui. Donc on gagne beaucoup plus de temps qu'avec une solution sur étagère. David, de votre côté, vous avez travaillé avec deux entreprises qui vous ont accompagné. Je vais les citer. La première, c'est Digital C, et la deuxième, c'est Simplicité. Comment est-ce que vous avez discuté avec elles et finalement, comment est-ce que ces deux organisations vous ont accompagné pour vous permettre de mettre en place justement la solution que vous demandiez? Alors en fait, on a fait appel à la société effectivement Digital C qui nous a accompagnés vraiment sur la partie développement du projet digital. C'est pas un métier sur lequel on est expert dans l'industrie et donc ils nous ont accompagnés depuis le début du cadrage stratégique du projet jusqu'à la co-création, le pilote, l'industrialisation et aujourd'hui le déploiement de l'application. La difficulté de ce projet, c'est que on opère une transformation d'un process qui existe depuis plus de 70 ans. Et donc, comme toute transformation, ça peut générer des difficultés dans le changement, des résistances, etc. Pour la partie simplicité, eux, ils nous ont apporté la solution technique avec la technologie du low-code et qui nous a vraiment permis de répondre parfaitement à l'ensemble de nos besoins sur le développement de cet applicatif. Comment est-ce que Simplicité l'a construit, cet applicatif? Quel type de discussion vous avez eu avec eux et comment s'est construit finalement ce cycle alors déjà de consultation, de discussion et puis finalement de construction de l'application? Alors, une des étapes très importantes de ce projet, ça a été la co-création. Cette co-création, elle a consisté à travailler pendant 2 jours avec toutes les parties prenantes qui pouvaient travailler autour de cette future application. Donc, on a été chez nos clients distributeurs, avec nos clients utilisateurs, avec les parties prenantes à l'intérieur de notre groupe, la finance, le commerce, le service après-vente. Et puis Simplicité également qui était là et qui a participé à ce travail de co-création. Et en même temps qu'ils participaient avec nous, eh bien ils travaillaient, ils ajustaient leurs solutions de manière à ce qu'au bout de 2 jours,
ils aient pu être en mesure de nous fournir quelque chose qui, tant bien sur le front que sur le back, ressemble très proche de ce que l'on a aujourd'hui en service. Donc ça a été quelque chose de très intéressant pour nous parce que réaliser une application qui fonctionne en 48 heures, dans nos habitudes, c'était pas ce qu'on voyait au quotidien. On est, comme vous le disiez, on est sur des durées qui sont vraiment ultra réduites. Une petite question, Rosanne, par rapport à ça. Est-ce que, alors là, on est sur effectivement un travail avec un éditeur particulier. Est-ce que vous avez, vous aussi, lorsque vous avez fait le développement de vos applications en low-code, vous avez aussi constaté une réduction très importante du temps consacré au développement du logiciel en question? Ah bah c'est évident. On gagne un temps incroyable parce que on travaille effectivement en direct avec les métiers. Moi, je travaille de la même façon que le fait Simplicité pour l'application dont on vient de parler. Je travaille directement avec les métiers. En 2 jours, je peux leur proposer déjà. J'ai plus besoin de faire de maquette. C'est en direct et voilà, on leur propose une solution qui est très parlante pour eux, ce qui nous permet de gagner du temps en développement et de passer plus de temps sur la compréhension de leur métier et pour répondre totalement à leurs besoins en fait. Quel travail menez-vous justement autour de l'UX, de l'expérience utilisateur? Parce qu'on imagine qu'effectivement, on a des éditeurs qui sont très en pointe, des éditeurs installés qui sont très en pointe. Est-ce que déjà c'est une préoccupation, c'est une première préoccupation pour vous, ou est-ce que cette UX finalement vous la faites évoluer au fur et à mesure pour qu'elle colle dans le temps de plus en plus et de mieux en mieux à la main, je dirais, de ces utilisateurs? Alors en fait, nous on a commencé à faire du low-code en 2017. Donc on parlait pas trop du X à l'époque. On parlait plutôt on a travaillé avec l'éditeur avec un ergonome. Voilà, pour proposer déjà une solution qui ressemble pas à ce qu'elle était aujourd'hui, mais qui répondait aux besoins. Et après, c'est des solutions qui évoluent tout le temps. L'éditeur est très au fait de toute cette partie-là. Le but, c'est vraiment que les outils soient le plus simple et le plus facile à utiliser pour les utilisateurs. Et donc, du coup, moi, ça fait partie aussi moi de ce que je veux leur proposer des solutions qui leur permettent de gagner aussi en confort d'utilisation et tout comme en rapidité en fait d'utilisation des outils. De votre côté, David, comment la solution que vous avez intégrée, que vous avez fait développer, continue-t-elle à évoluer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, elle continue à évoluer au fur et à mesure des besoins de nos utilisateurs. Alors on a 2 types d'utilisateurs. On a nos utilisateurs finaux, vraiment ceux qui ont les outils dans les mains. Et puis on a notre réseau de distribution qui administre en fait la garantie avec nous. Et ce qui est très impressionnant avec la solution que l'on a développée avec Simplicité, c'est qu'on peut systématiquement l'adapter à nos besoins, aux différentes évolutions qui sont nécessaires par le marché. Ils nous ont déjà proposé quelque chose de très puissant, qui est très facile d'utilisation, avec un UX vraiment très efficace. Et il n'empêche que malgré tout, on peut continuer à la faire avancer, l'adapter, et ça c'est vraiment une très bonne chose que l'on continue à faire, je dirais quasiment quotidiennement. Une dernière question pour clôturer cette discussion. Comment votre organisation, David, compte-t-elle intégrer votre application dans le ou les technologies déjà déployées? Alors, cette question, elle répondra aussi parallèlement à une interrogation qu'on avait un peu plus haut, si vous avez suivi le début de l'émission, c'est qu'on se demandait justement comment éviter de créer des trous dans la raquette avec des nouvelles solutions. Donc, comment justement votre organisation compte-t-elle répondre à ce risque potentiel ? Alors c'est une très bonne question. Déjà, le groupe est vraiment à l'échelle mondiale a été séduit par cet applicatif et a vraiment souhaité l'intégrer dans nos systèmes. Donc aujourd'hui, le groupe est en train de travailler sur un redéploiement de cette application à l'intérieur de nos systèmes pour qu'on puisse la gérer intégralement nous-mêmes, qu'on puisse continuer à la développer selon nos besoins et les contraintes du groupe. Donc aujourd'hui, on redéveloppe fidèlement ce que nous a proposé Simplicité, avec brio d'ailleurs, dans une techno qui nous permettra d'être suivis et intégrés totalement dans nos systèmes. Très bien, merci David, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. David, je rappelle que vous êtes directeur SAV France
et zone francophone pour Stanley Black & Decker et Rosanne Kelly. Je rappelle que vous êtes ingénieur développement logiciel pour la région Bretagne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous nos intervenants d'avoir pris la parole aujourd'hui. Merci bien sûr pour leurs conseils et pour toutes les clés qu'ils nous ont données. J'espère que vous qui êtes derrière vos écrans, vous avez pu en profiter et que vous repartirez de cette matinale avec des idées à exploiter sur le terrain. Merci beaucoup effectivement à l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous le 11 mai prochain pour notre prochaine matinale au cours de laquelle nous parlerons de la manière dont aujourd'hui les métiers peuvent exploiter le plus efficacement possible une matière, cette fois-ci matérielle, la data. Rendez-vous donc le 11 mai prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.